C'était mieux avant. Cette phrase, aussi courte que simple, semble à tous nous faire écho, synonyme d'une nostalgie d'un monde meilleur, celui d'avant les nouvelles technologies. En effet, on entend souvent dire qu'on était tous plus proches, qu'on voyait un peu plus de monde, ou alors qu'on se contentait de peu, et qu'aujourd'hui ce n'était plus le cas, aussitôt qu'on était tous cloîtrés derrière nos écrans. À savoir bien évidemment la télé, le PC et le téléphone. Ainsi, ces nouvelles technologies de communication principalement ont-elles réellement un impact sur notre sociabilité? Et au final, est-ce qu'elles ne seraient pas au fondement d'une nouvelle sociabilité? Ça c'est le moment chiant. En fait ça c'est le moment chiant où il faut genre citer des sources, et du coup il y a des gens, ils ont des noms trop durs à dire et trop compliqués, bref. Alors ici on va principalement s'inspirer de la sociologie des réseaux sociaux de Robert Berkeley et d'un article rédigé par Godefroy Dang Nguyen et de Virginie Letiès qui se concentre principalement sur Facebook. Ça devrait le faire, franchement ça devrait le faire non? Dans la littérature, la sociabilité se définit comme l'ensemble des relations qu'un individu entretient avec les autres et la forme que prennent ses actions. Toutefois, avec l'émergence des technologies de communication et même des réseaux sociaux, certains sociologues se sont opposés à considérer les relations qui ont découlé comme facteurs de sociabilité. En effet, pour Robert Putnam, l'un des premiers hommes à s'être exprimé sur le sujet, ces technologies sont le signe d'un déclin social, d'une baisse de la confiance entre les individus, et donc par suite de la participation politique. Putain, mais même les mecs qui pensaient que c'était la fin du monde en 2012, ils avaient un scénario moins détaillé et moins catastrophiste. Hein. Faut se calmer Robert là. Alors ok, on remarque que le temps de socialité quotidien a un petit peu baissé, peut-être que Robert il avait raison, tu vois, au final, on a perdu 2 minutes quoi. On est passé de 58 à 56 minutes par jour, bon... Ok Robert. Et on a même le résultat d'une enquête réalisée par l'INSEE en 1986 et 1999 qui s'appelle Emploi du temps et qui montre une stabilité, voire une augmentation du temps consacré aux activités qui servent de support pour nous mettre en relation les uns avec les autres. Typiquement, on s'appelle plus souvent et pendant de plus longues minutes. Ainsi, les nouvelles technologies, aussitôt qu'elles sont avant tout communicationnelles, semblent être le support d'une nouvelle forme de sociabilité. Donc on aurait d'abord une sociabilité hors ligne, donc c'est celle du face-à-face, genre quand tu vas rejoindre un pote au bar, etc. Et celle-ci serait couplée à une sociabilité en ligne qui se poursuit à travers l'échange par message. Ainsi, Internet ne remplace aucunement la sociabilité hors ligne, mais il la complète seulement du simple fait que nous sommes plus mobiles, moins maîtres de nos agendas, et qu'il devient donc plus compliqué de se coordonner pour fixer un rendez-vous. Et donc même si on a Lévesque qui parle d'une culture de la chambre potentiellement désocialisante, cette sociabilité à distance semble plutôt être un remède contre l'isolement et la déliaison. Typiquement, le fait que les relations soient désincarnées, déterritorialisées et désynchronisées facilite l'appartenance à un collectif, aussitôt qu'elles permettent de se défaire de tout déterminisme, donc à savoir le sexe, l'âge et le milieu social. Ainsi, si Internet ne diminue pas la sociabilité de chacun, est-ce qu'on peut dire qu'il la renforce? Et en fait, la réponse, elle est pas totalement tranchée. En effet, si la sociabilité se détermine par le nombre de relations qu'un individu entretient avec les autres, elle se définit aussi par l'intensité de ces relations. Et ici, le cas de Facebook nous intéresse tout particulièrement. Et si on estime que chaque utilisateur possède en moyenne 190 amis, l'intensité de ces relations reste relativement faible. En effet, pour Quindon, ce ne sont pas les échanges intimes avec les proches qui sont privilégiés, mais plutôt les liens faibles et intermédiaires de la vie sociale. Donc il faut y voir par là des amis d'occasion, des collègues ou encore des connaissances lointaines. C'est donc en réveillant des liens dormants que Facebook augmente votre capital social. Même si vous n'êtes pas très proche de ces personnes, la mutualité de vos interactions crée du lien dont vous pourrez profiter en cas de pépin. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que si à la base Facebook a été créé pour des cercles privés et universitaires, des études montrent que ces cercles bénéficient moins d'un élargissement de leur sociabilité que les catégories socio-professionnelles moins favorisées. Et du coup, n'hésite pas à me dire si toi aussi t'as fait de super rencontres grâce aux réseaux sociaux et je serais super contente de te lire dans les commentaires. En effet, sur 97, que Bidard montre que les CSP moins favorisés ont de plus fortes propensions à l'isolement, tendu à des difficultés personnelles qu'à un manque de moyens pour sortir. Et justement, sur Facebook, cette tendance elle s'inverse. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins de liens forts dans la vie réelle en acquièrent plus que la moyenne au travers des réseaux sociaux numériques. Parce qu'il faut aussi distinguer les amitiés sur les réseaux sociaux qui ne sont que la continuité des amitiés IRL, des amitiés qui sont totalement virtuelles ou dans ce cas-là, vous êtes souvent trop loin de la personne pour la voir. Et dans ces moments-là, la rencontre elle se fait surtout au travers d'intérêts communs qui vous poussent à rentrer dans des groupes Facebook ou encore Discord et qui du coup facilitent la rencontre avec des personnes qui aiment les mêmes choses que vous. Et d'ailleurs, j'avais justement lu un article qui prétendait que les relations totalement virtuelles ne pouvaient pas être véritables et authentiques, et ce en se basant sur la notion aristotélicienne de l'amitié. En fait, pour Aristote, l'amitié véritable, elle contient 3 caractéristiques. Bon, premièrement, c'est assez simple, il faut que l'amitié soit mutuellement reconnue. Secondement, les deux amis doivent s'engager dans des discussions théoriques. En gros, ils doivent avoir des conversations un peu profondes et cette idée de contemplation du réel.
Et dernièrement, l'amour et l'admiration que peuvent ressentir ces deux amis doivent provenir de vertus qu'ils reconnaissent l'un chez l'autre. Et pour ce faire, il faut que l'autre se révèle honnêtement à moi. D'ailleurs, petite précision, ici chez Aristote, il y a deux types de vertus, donc c'est les vertus morales et les vertus intellectuelles. Donc les vertus morales s'assurent que ce que je désire se soumette à ma raison avant de passer à l'action. Donc par exemple, typiquement la sagesse, on peut considérer que c'est une vertu morale, et ensuite les vertus intellectuelles consistent simplement en un perfectionnement de la connaissance. Et donc si les deux auteurs reconnaissent que les deux premiers points peuvent être respectés dans une amitié virtuelle, ils sont un peu dubitatifs par rapport au dernier point. Pour eux, ce dévoilement honnête, c'est quelque chose qui arrive très rarement et qui est presque impossible dans une amitié virtuelle. Et ça vient du fait que dans une amitié virtuelle, on peut choisir quand répondre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement qui s'impose à nous devant quelqu'un d'autre. En gros, si je suis énervée, j'ai le droit d'attendre 3 heures avant de répondre, histoire que la personne ne voit pas mon énervement. Or, pour Aristote, on le rappelle, l'admiration qu'un ami éprouve pour l'autre ne peut être véritable que si cet autre se révèle honnêtement à moi. Et justement, le fait qu'il puisse choisir quand interagir avec moi nuit à cette honnêteté. À savoir que ce choix n'est pas du tout une tentative de manipulation, c'est-à-dire que c'est normal de vouloir répondre à quelqu'un dans les meilleures conditions qui soient. Et du coup, ils prennent l'exemple de Alice et de Betty, c'est des amies virtuelles et en gros, c'est des giga BFF, c'est-à-dire qu'elles se parlent tous les jours. Sauf qu'Alice, elle remarque que Betty, elle répond jamais, les mercredis et les vendredis après-midi. Et donc pour elle, c'est un peu bizarre et tout, elle lui demande pourquoi. Sauf que Betty, elle répond pas vraiment, genre elle prend son dictionnaire des excuses, elle passe de la page A à la page Z, elle sort ce qui lui vient en tête, y a rien de concret. Et Alice, elle le prend mal un peu, tu vois, genre vraiment pas fou. Bref, on est vendredi après, c'est le week-end, petit soleil, et Alice, elle veut faire un tour à la piscine. Mais là, qui voit l'âge ? Bah Betty. Et donc Alice la reconnaît, sauf qu'elle voit que Betty, elle est pas seule. En réalité, Betty, elle est avec son physiothérapeute en pleine session de réhabilitation dans l'eau. Et donc c'est là que les questions se posent, c'est-à-dire que la relation virtuelle, elle arrangeait bien Betty dans le sens où elle savait qu'elle pourrait pas aller dans les bars et les restaurants, du coup elle voulait pas être un boulet pour Alice, et en même temps, Alice c'était la seule à la considérer comme quelqu'un de normal et qui ne prêtait pas attention à son handicap, vu que de fait elle ne le savait pas. Et donc c'est à ce moment-là que les deux auteurs de l'article défendent que en fait la connaissance qu'Alice avait de Betty et ce jugement qu'elle s'était fait sur elle était en partie infondé, et qu'en ce sens, cette amitié ne remplissait pas la condition 3 évoquée par Aristote. Et du coup je sais pas trop qui je suis pour donner mon avis, mais en tout cas moi je suis pas vraiment d'accord avec cet article. Parce qu'au final, Alice c'est la seule personne qui ait parlé à la vraie Betty et qui l'ait considérée pour ce qu'elle était vraiment. Parce que Betty, elle veut pas être perçue comme Betty l'handicapée, tu vois. Genre, elle veut pas que ce soit une condition physique qu'elle ait absolument pas choisie et qu'en plus elle subit, qu'elle la définisse à la fois elle et en plus de ça ses amitiés. Et il y a aussi le fait que ce ne soit pas nécessairement nos amis IRL qui nous connaissent le mieux. En fait, ils nous connaissent à partir de ce qui s'impose à nous et auquel on va devoir réagir de manière instinctive, mais parfois c'est peut-être plus simple de parler de ses problèmes personnels à des amis qu'on ne connaît pas IRL. Là, pour moi, Alice et Betty, c'était vraiment deux âmes qui partageaient une vraie complicité, et la preuve en est, c'est qu'elles n'avaient pas besoin des divertissements de la vie de tous les jours pour trouver des sujets de conversation. Et pour moi, ça, justement, ça renforce encore plus le second point de la thèse d'Aristote. Et je dois vous avouer que je trouve ces amitiés très poétiques et très vraies, voire peut-être un peu plus vraies que les amitiés IRL. Parce que alors qu'il y a de plus fortes chances que vos amitiés IRL soient initiées à partir d'un intérêt personnel, je sais pas, par exemple vous trouvez la personne belle, ou alors vous avez un travail de groupe et du coup vous avez besoin de sociabiliser, je trouve justement que ces amitiés virtuelles sont totalement dénuées de ces intérêts personnels, que ce soit sur le court ou le long terme. Ici c'est vraiment pour la personne que je reste, et chaque jour où je décide de continuer la conversation est une nouvelle preuve de mon affection pour elle. Et c'est justement le fait que tout puisse s'arrêter du jour au lendemain par le simple fait de bloquer la personne ou alors de supprimer mon compte qui en témoigne. Alors que comme je l'ai mentionné, les amitiés IRL sont un peu plus à risque d'être emmêlées par des intérêts personnels ou encore des concours de circonstances. Et donc par intérêt, j'entends par exemple le nombre de fois où vous ne recevez plus de nouvelles de camarades de classe simplement dû à un changement d'école. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de fortes chances que notre imaginaire collectif embellisse le monde d'avant par simple nostalgie. Mais en réalité, les gens n'étaient pas plus sociables que ça et les cercles de relations étaient beaucoup plus restreints. L'impression d'une sociabilité en déclin semble donc plutôt être le fruit d'un sentiment de solitude, d'un ressenti, mais peut-être pas d'une réalité effective. Et quant à moi, je dois vous avouer que sans tout ça, je reste sûrement pas les amis que j'ai aujourd'hui. Il y en a que je connais maintenant depuis plus de 6 ans grâce à Facebook et avec qui on a partagé des trucs super forts malgré la distance. Il y en a d'autres que je connais grâce à Clash Royale au travers de Twitter et des groupes Discord. Et je dois vous avouer que ça me forge des souvenirs de malade, et donc merci à vous d'être là. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras appris un ou deux petits trucs peut-être. Maintenant, je compte sur vous, mes liens faibles, pour partager la vidéo, la commenter, tout ça, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous! Et au final, est-ce qu'elle ne serait pas au fondement d'une nouvelle sociabilité? Oula, sociabilité. Hein? Est-ce que c'est pas au fondement d'une nouvelle sociabilité tout ça? Oh, c'est horrible mon jeu. Hello. Alors ici, on va principalement s'inspirer de la sociologie des réseaux sociaux. J'ai oublié son prénom. Comment comme ça, mon dieu, putain. Ok, donc petite pause, en fait, faut savoir que moi, mes vidéos, elles sont scriptées.
Donc ça veut dire que quand je tourne, je répète plusieurs fois la même phrase, histoire d'être sûr qu'au montage, il y ait au moins une prise qui passe, tu vois. Et donc c'est pas un moment, je tourne pas plus que ça, tu vois, et je me fais la réflexion en mode putain, trop dur le nom de certains auteurs et tout, des fois c'est chiant à prononcer, tu vois. Et en fait, je parlais de Virginie Létiès parce qu'il y a tellement de i dans son prénom que je savais pas comment il fallait les prononcer. Et du coup, genre, bah tant pis, je tourne et je fais mon montage, et c'est pas un moment, genre, j'entends Robert Merclé, et je vois sur la vidéo le livre où c'est écrit Pierre Merclé, tu vois, et je me dis, ah, trop drôle, c'est vrai, les blagues et tout à 2h du matin, c'est ça qu'on aime, tu vois. Et genre, je me dis, mais t'inquiète, genre, sur les 7 prises que t'as faites, il y en a au moins une où t'as sorti Pierre Merclé, genre, quand même, c'est vrai, t'es pas bête non plus. Et non, en fait, non, il n'y a aucune prise où je sors Pierre Merclé, tu vois. Et en plus de ça, je me nargue une deuxième fois, genre double karma, tu vois, où après les 7 prises, je me parle à moi-même encore, et je me dis, bon, ça devrait le faire, je l'ai tourné tellement de fois qu'il y a forcément une prise où ça passe, tu vois. Et en fait, non, toujours pas. Genre, c'est vrai, tu sais faire ton petit jeu là, ton petit tour de magie avec ton livre où tu fais passer d'une main à l'autre, mais en attendant, t'es incapable de sortir Pierre putain de Merclé. C'est une catastrophe, tu es nul, Sephora, arrête.